Prête? Elle me dit oui. Je dis bah moi non. Il y a Artus qui est là. Et il veut que tu le tatoues. Et Cartman qui arrive. Salut Coco Inc et tout, ça va et tout. Moi j'étais là. Bonjour à tous et bienvenue dans Vous, le podcast où on parle des parcours extraordinairement ordinaires. Aujourd'hui, je reçois Damien, alias Coco Inc Tattoo, tatoueur de formation et de métier. Aujourd'hui, il va nous raconter son parcours, comment il a fait pour en arriver là. Je vous laisse avec lui, on va se présenter ensemble. Vas-y Damien, je te laisse clapper. Damien, Coco Inc Tattoo, pour vous. Merci. Comment vas-tu? Bah ça va impeccable. Hein. En pleine forme? Ouais. En pleine forme. Bon, tant mieux. Je sais pas si tu as déjà vu des épisodes de j'ai pas voulu regarder parce que je me suis dit on garde la surprise pour. C'est ça, pour exactement. Donc du coup, je vais te parler donc de ta vie, je vais te poser des questions sur ta vie, ton enfance, tout ça, et après tu vas essayer de répondre avec le plus de sincérité pour qu'après on puisse enfin te découvrir. Donc, est-ce que tu peux me donner donc ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ou ton âge, et me dire dans quelle situation tu as grandi, si tu as des frères et sœurs et tout ça. Je m'appelle Damien Champion, j'ai 35 ans dans 10 jours. Je suis né à Avignon, donc je suis content de me dire que je suis tatoueur aussi sur Avignon, parce que c'est le retour aux racines. Ouais. J'ai grandi à Bédaride, avec ma famille. J'ai 2 sœurs, un frère. Ok, d'accord. 2 sœurs, un frère, donc ils ont combien d'écart avec toi? La plus grande, elle a 10 ans d'écart, après 13 et 14 ans ou 15 ans d'écart. Ok, donc c'est le plus petit? C'est moi le plus grand. Ah, c'est toi le plus grand, et après c'est crescendo, ouais. Et c'est de remariage. C'est des demi-frères et sœurs, mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ok, très bien. Tu as vécu toute ton enfance sur Bédaride? Non, j'ai vécu à Sorgues avec ma mère et mon beau-père. Et après, on est parti sur Bédaride quand je suis arrivé au collège, quoi. Ok. Comment ça s'est passé? Quel souvenir tu as de ton primaire, maternelle? Tu étais à quelle école? Est-ce que tu as encore des collègues de cette époque-là? Comment ça s'est passé? Du fait que ma mère habitait à Sorgues, elle a dû avoir une dérogation parce que mes grands-parents, ils habitaient à Bédaride. Pour me faire aller dans une école privée à Bédaride, j'ai été à l'école Notre-Dame du Sourire. Ok. J'ai les bonnes sœurs. Ok. Et non, ça s'est super bien passé. J'ai encore des contacts avec plein de potes avec qui j'étais à la primaire. Ok. On s'est suivi un petit peu au collège, tout ça, mais pas plus que ça non plus. Vu que c'était en école privée, moi je suis allé dans le public après au niveau du collège. Ouais. Et eux, ils sont allés plutôt dans le privé. Ok. Mais du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer plein de potes et tout. Oui, c'est ça. Bah, tu as gardé le lien avec eux, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'étais quel genre d'enfant? T'étais plus timide, extraverti? J'ai toujours été plus ou moins timide, mais par contre, dès qu'il s'agissait de jouer avec les copains et tout, j'étais le premier. On se faisait des matchs de foot dans la cour de récré. Non, franchement, sur ça, c'était bien. Ok. Et c'était quoi ton rêve quand t'étais enfant? Alors, mon tout premier rêve, mais il n'a pas duré très longtemps, c'était ingénieur chez Ferrari. Ok, voilà. D'accord. Fan de Formule 1 aussi? Ben non, moi je voulais travailler chez Ferrari. Ok. Formule 1, j'aime bien, mais non, c'était travailler chez Ferrari, je voulais une Ferrari. Ok. Bon, après, le niveau d'études, il n'a pas fait. Ça n'a pas pu aller au bout, mais ouais, donc c'était ingénieur chez Ferrari. Ouais. Ok. Dans ce podcast, je vais te poser des questions un peu plus légères, on va dire, par rapport à des souvenirs d'enfance. Est-ce que tu te rappelles d'une croyance que tu avais quand tu étais enfant, qui était fausse, mais que tu l'as su bien plus tard? Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, c'était le fait d'être devant un miroir et que ma mère me disait, si tu fais une grimace devant un miroir avec l'église, l'horloge sonne ou les cloches sonnent, tu restes bloqué. Du coup, pendant très longtemps, j'ai cru, j'ai toujours pas tenté, mais voilà. Mais voilà. Il y a une autre personne qui m'avait dit, une personne que j'ai reçue ici, qui m'a dit que perdre les os. Ah oui. Mais est-ce que toi, t'en avais une comme ça aussi? Ouais, ma mère me disait arrête de loucher, sinon tu vas rester bloqué. C'est pareil, ouais, c'est dans la même trempe. Après, bon, je veux pas choquer ou faire, mais par rapport au Père Noël, j'ai été croyant très tard. Très tard aussi? J'avais trop peur de pas avoir de cadeau. J'étais dans la même team, je te rassure, on a dû me le dire sans que... Non, après, je pense que de toute façon, même aujourd'hui, j'apprends des trucs que je me dis, mais en fait, c'était pas ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. On passe au moment donné collège.
Donc, tu étais donc à l'école privée à Bédaride. Tu passes donc au collège public. C'était à quel collège? Au collège de Bédaride. De Bédaride, Saint-Exupéry. Okay. Saint-Exupéry. Ouais. Et là, du coup, comment ça se passe? Comment tu vis ton entrée au collège? Si tu veux, je me pose un milliard de questions en me disant, moi j'étais bien dans ma petite école et tout, je vais arriver dans un collège, c'est beaucoup plus grand. On m'a fait la blague comme quoi il fallait une boussole pour se diriger dans le collège. Ah ouais? Du coup, j'ai demandé à ma mère de m'acheter une boussole pour aller au collège. Et non, moi, franchement, ça s'est super bien passé. Après, je suis quand même vite sociable et quand tu arrives au collège, tu as toujours des têtes que tu connais. Et moi, de suite, je me suis greffé à des petits groupes et au final, je suis pas resté dans les teams que je connaissais. Je me suis fait de nouveaux potes. En plus, quand tu arrives au collège de Bédaride, tu rencontres Courthézan, Châteauneuf-du-Pape. Ok. C'est tout mélangé et tu te fais plein de contacts, quoi. C'est trop bien. Ok. Et tu faisais quelque chose en dehors du collège? Est-ce que tu faisais du sport? Est-ce que tu faisais une pratique artistique? Je sais pas. Ouais, j'ai fait du foot. J'ai attaqué, j'avais 6 ans. Okay. Avant, tu n'avais pas les baby-foot et tout ça. C'était à partir de 6 ans, sinon, tu n'avais pas le droit. J'ai joué toute ma jeunesse au football. Donc, Ok. Ouais. Ok. Et donc, arrivé au collège, est-ce que ça t'a aidé aussi à te faire des potes? Parce que je sais que moi, il y avait dans le collège un stade et on pouvait jouer au foot entre midi et 2. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me faire des potes et à me faire intégrer parce que je jouais au foot et que je jouais pas trop mal. Et toi, c'était pareil? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, je pense que le sport est fédérateur et ça t'ouvre à plein de monde. Et en plus de ça, si t'es bon, c'est encore mieux parce que t'es choisi en premier. Et voilà. Mais c'est vraiment le sport qui fait que je m'entends avec tout le monde et que du coup, t'es populaire un petit peu. Oui, c'est ça, ouais. Enfin, au moins, t'es dans le ventre-bout du truc, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te souviens d'un prof ou d'une matière que t'aimais bien à cette époque-là, ou un prof qui t'a peut-être marqué? Au collège, moins. Enfin, j'ai eu moins de relations avec les profs que plutôt au lycée. Mais moi, c'était sport, donc du coup, à fond dans le sport. J'avais art plastique au collège. C'était Madame Tubner. C'était bien folklore. Je pense que tu te loupais sur un dessin, c'était mort, quoi. Ouais. Mais art, sport. Ok, très bien. Et la bande de potes que tu avais donc au collège, est-ce que elle t'a suivi après au lycée ou lycée t'es parti autre part et du coup ça fait autre chose? Non, j'ai fait je crois la première année de l'ouverture du lycée professionnel de Sorgues. Et lycée professionnel, il n'y a pas beaucoup de monde qui allait là-bas, quoi. Ok. Je crois que du collège, j'ai eu personne avec moi au lycée. Ok. Et du coup, ton rêve d'être ingénieur chez Ferrari, à ce moment-là, était toujours présent ou il avait changé? C'était quoi maintenant? Il avait changé. En fait, j'ai rebondi sur le truc parce que c'est vachement plus original, mais sinon, moi, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Ouais, comme moi aussi. Et du coup, en arrivant au lycée, en fait, je choisis ce cursus de vente pro, de bac pro vente, de BEP vente, parce que la conseillère d'orientation me demande ce que j'aime et je lui dis, moi, c'est le sport. Elle me dit, ouais, mais avec tes notes, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Je te conseille de faire vente dans le sport. Donc, comme ça, tu associes un petit peu les deux et tu pourras peut-être trouver ta voie et tout ça. Donc, du coup, on se fait... avec mes parents, on se pose des questions sur ça et je me dis, pourquoi pas, la vente, c'est sympa. En plus, t'as du contact humain, t'es amené à faire des rencontres et tout ça. Du coup, je suis parti en bac pro vente. Ok. Et donc, tu es parti seul dans ce truc-là, tu n'avais pas de potes à toi qui t'ont suivi là-dedans? Non. Ok. Et en dehors du foot, tu avais d'autres passions? J'avais un peu la musique, mais... Ouais, bof. Ouais, pas plus. Non, foot, je crois que ça prenait tout mon temps. Ouais. Les jeux vidéo, bien sûr. Ouais, ok. Après, et le foot, ouais, tout ton temps aussi. Putain, moi, j'ai saigné le foot pendant je sais pas quel âge. Je jouais tout seul dans le jardin. Et je faisais 2 équipes, l'arbitre. Mes parents, ils se foutaient de ma gueule dans la maison parce que, en plus, moi, je pensais qu'ils me voyaient pas. Du coup, je faisais dans tous les sens. Je criais, je jouais, je faisais... Et donc, du coup, moi, pendant très longtemps, je voulais être footballeur professionnel jusqu'à ce que, je comprenne que ça sera... Ça sera pas ça. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose d'autre. Moi, j'étais chez mes grands-parents, je prenais mon ballon et je tapais contre le mur. Et mon grand-père, il m'avait mis un cerceau pour faire un panier de basket. Du coup, mon but, c'était de prendre mon ballon et de tirer directement dans le cerceau. Dans le cerceau. Donc, tu devais être précis à la fin. Ouais, à la fin, c'était bon. Ok. On passe du coup maintenant au lycée. Lycée, donc tu arrives dans ce lycée-là.
Tu te rappelles un peu de l'état où tu es arrivé là-dedans? Est-ce que tu étais stressé? Du coup, vu que tu devais te refaire de nouveaux potes, mais est-ce que maintenant tu étais un peu rodé, tu savais que tu allais t'en faire et tout ça? Ça se passait comment? Si tu veux, je suis de nature quand même très anxieuse et très stressée pour un peu plein de choses. Et d'arriver à ce lycée-là, à Sorgues, lycée professionnel, où presque t'as des darons, ils arrivent en voiture, tu vois, tu te dis, oh. Et en fait, je me retrouve assis à côté d'un mec qui devient mon super pote. Ok. Mais d'entrée de jeu. Un mec de ton âge? Ouais, je crois qu'il avait redoublé, donc il était 1 an plus vieux. Ouais. Mais ouais, un mec de mon âge qui faisait 1m90, 100 kg de muscles. Et moi, j'étais tout petit à côté, tu vois, et ça faisait Laurel et Hardy, c'était trop drôle. Mais ouais, je pense, à ce moment-là qu'on s'est fait potes. Et du coup, le lendemain, j'avais trop envie d'y retourner. Il habitait dans le même patelin que moi, sans le savoir. Il venait de déménager, lui, on habitait à côté. Ok. Et du coup, ça a été vachement pratique après pour qui me ramène, qui t'amène. On se faisait ça, en fait. Tu vois. Ok. Et t'as toujours des contacts avec lui? Non. Ok. Non, j'en ai plus parce que si tu veux, on a fait des soirées et tout ça et c'est quelqu'un qui a eu un petit peu des problèmes et du coup, il était très intrusif, très collant et très possessif. J'avais pas le droit d'avoir d'autres potes. Ok. Donc, si tu veux, quand il commence à menacer tes potes dans la soirée, tu te dis, bon, il va falloir un peu calmer la chose. Ouais, je comprends. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Du coup, j'en viens à parler des premières soirées. Comment ça se passe? Est-ce que tu découvres l'alcool, tu découvres les soirées, les filles, tout ça? Enfin, je sais pas comment ça se passait auparavant, mais est-ce que tu te rappelles de ces moments-là un peu? Pour ceux qui me connaissent, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai connu l'alcool très tard. J'aimais pas ça. J'ai connu quand j'ai été un peu surclassé pour jouer avec les seniors, où ça buvait des bières après. Si tu bois pas, t'es un peu la tête de turc, entre guillemets, tu vois. Donc, tu te mets à boire des Kronenbourg chaudes dans l'Algeco, là. Et en fait, les premières soirées, c'est simple. On se réunissait tous pour prendre une bouteille. C'était de la vodka à l'époque. Et je crois qu'il le fait encore, mais du coup, j'aimais pas ça, moi. Donc, je buvais vite mon verre, histoire de dire. Et en fait, à force, tu bois, et t'arrives, tu es au bord de la fenêtre à la voiture, tu vomis un peu par terre. Ouais, c'est pas à faire, hein, mais on l'a tous fait, donc ouais. Ok, et donc, du coup, les premières soirées, c'est là où est-ce que tu te construis vraiment une bande de potes à ce moment-là, ou du coup, tu étais encore dans le lycée avec cette personne-là que tu me disais, ton pote avec qui tu rencontres? Est-ce qu'à ce moment-là, tu bifurques et tu passes avec d'autres potes? Non, en fait, si tu veux, j'ai toujours eu mes potes ancrés dans chaque phase, des potes au lycée, des potes du foot, des potes à côté que je vois tous les jours. Et quand je sortais, c'était soit avec des amis d'un tel, ou c'était jamais toujours la même bande. On sort, c'était qui veut et on y va, quoi. Ouais, mais ça c'est bien. Moi, je suis un peu comme toi. J'ai plein de gens plein de groupes de potes, et je suis un peu différent avec chacun parce que j'ai une place différente dans chaque groupe. C'est exactement ça. Et je trouve ça génial parce que tu as des potes où tu es un peu plus leader, donc c'est toi qui organises, mais tu as des potes où tu te reposes un peu plus et tu laisses les autres faire. Et ouais, je suis bien d'accord avec toi sur ça. Mais ok. Et donc toujours le foot à côté, quoi. Ouais, toujours le foot à côté. J'ai loupé un petit peu une occasion d'aller tester un centre de formation. Ok. Je me suis mis à fumer, donc mon beau-père, il m'a dit... radical. En gros, il m'avait prévenu, il m'a dit, si je sens que tu as refumé une fois, tu n'iras pas, quoi. Ouais. Et j'ai refumé. Et finalement... Bon, après, je pense pas que avoir réussi. Non. Il faut être trop fort mentalement, il ne faut pas être trop introverti, il faut faire sa place. Moi, je suis trop gentil. Si je vois que lui ne joue pas, je vais dire, vas-y, joue à ma place. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais que j'ai fait le centre de formation, alors un stage en centre de formation à Saint-Étienne, et ils sont à la fin du stage, ils ont dit à mes parents, il y joue bien, mais il est trop gentil, il est trop tête en l'air. Et en fait, le problème, c'est que j'étais pas tête en l'air, c'est juste que les autres, ils étaient trop méchants, et que moi, j'étais pas du tout. C'est-à-dire que moi, le matin, je trouvais plus mes crampons, les lacets étaient coupés et la chaussure était dans un bac de glace. Et du coup, va t'entraîner toute la journée avec des chaussures sans lacets, avec les crampons mouillés et tout ça. Enfin, c'est... Je pense que moi, perso, j'aurais pas supporté. Mais moi, j'aurais pas, pareil que toi, j'aurais pas le mental pour ça. Non. Je me serais dit, en fait, ça vaut tant pis, pas la chandelle, tant pis, on fera autre chose, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, par contre, je suis très content de pas avoir touché du doigt ce petit rêve. Parce que tu commences à intégrer des choses et que tu t'en sors. Enfin, tu sors de là et t'es pas professionnel. Je pense que tu prends un coup derrière la tête. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et à ce moment-là, comment tu imaginais ta vie future? Quand tu étais en sortie de lycée, tu t'imaginais faire quoi? Est-ce que tu te voyais faire ce que tu faisais aujourd'hui? C'est rigolo, mais jeune, je prenais la vie au jour le jour. Okay. Je faisais pas forcément trop de prévoyance.
Je fonçais tête baissée, tu vois. Et en sortant de mon bac pro vente, je commençais à faire des petits boulots, tout ça. Et je dis à mon père, je veux un CDI. Il me dit non, on continue les études parce que c'est important. Je le comprends maintenant, mais moi là, je voulais un peu de l'argent pour pouvoir prendre mon appartement, pour pouvoir voler de mes propres ailes. Et si tu veux, la complication, c'est que tu te renfermes vite dans un travail. Oui, bien sûr. Tu te prends ton petit CDI, tu as un petit peu d'évolution en interne, mais pas énorme, et tu te dis, je vais où là ? Très compliqué de te projeter comme ça. Quoi. Bien sûr. Pareil, petite question un peu plus légère. Est-ce que tu te souviens de râteaux que tu as pris ou des rebonds que tu as pu prendre dans ton adolescence ou dans l'année lycée, collège ? Je ne sais pas si tu en as eu ou pas. Je me rappelle d'une où en fait j'étais allé la voir pour savoir si on pouvait sortir ensemble au collège. Et elle me dit oui et tout ça. Et au moment du premier bisou, elle voit qu'elle fait une tête de plus que moi. Et le lendemain, elle me dit ça va pas être possible. Quoi. C'était par MSN ou que vous étiez parlé avant ? Non, c'est vu dans la cour tout ça. Et il n'y a pas eu le bisou. Mais non, mais je veux dire, mais elle ne voyait pas que tu avais une tête de moins qu'elle ? Ben, en fait, on s'en a rendu compte quand on s'est embrassé que c'était pas bon. Ça faisait une scoliose. Ouais, franchement, ça faisait vraiment une tête d'écart. Quoi. Ok, bon, écoute. Tu as ton bac pro. J'ai mon bac pro. Tu fais quoi après ? En fait, si tu veux, après, j'ai mon bac pro. Je travaille chez mon père l'été. Ton père faisait quoi ? Il avait un magasin de savon sur Vaison-la-Romaine. Ok. Je fais les saisons et ça se passe super bien. Et je lui demande un CDI. Il veut pas parce qu'il veut que je fasse des études. Et à mon avis, il veut pas avoir ce rôle-là de m'enlever des études. Et durant l'été, j'ai le responsable d'une société qui me voit travailler et qui me débauche. Ok. D'accord. Donc, pour les week-ends seulement, pour aller faire les foires et tout ça, pour les week-ends seulement, pour me permettre de continuer mes études. Ok. Donc, c'était quoi C'était une entreprise de quoi ? C'est une entreprise qui faisait chocolaterie, épicerie fine. C'est le comptoir de Mathilde. Ok, ouais, très bien. Je travaillais pour eux, en fait, les week-ends. Ouais. Et j'ai fait BTS MUC. Ouais. Et arrivé au BTS MUC, le discours des profs, si tu veux, il m'interpelle un petit peu. C'est du style, ouais, vous serez bon qu'à faire du 35 heures, tu vois. Et moi, je le prends mal parce que je me dis, je fais quasiment 24 heures dans le week-end. Et après la semaine, je vais à l'école. Donc, si tu veux, ma semaine complète, elle n'est pas très reposante et je ne me vois pas dans ce qu'elle dit, quoi. Ouais. Et une fois, 2 fois, 3 fois, quand tu entends ce discours-là tout le temps, tu te dis, non, mais moi, je ne veux pas être catalogué à ça. Et madame, vous avez tort. Et je pense que, mis bout à bout sur mes week-ends, ce que je gagne, c'est quasiment votre salaire. Donc, je pense que j'ai plus rien à faire ici et je pense que je vais me débrouiller par moi-même. Et je fais tout pour obtenir un CDI dans la boîte où je suis. Normalement, j'étais en CDD jusqu'à décembre. Ouais. Et arrivé le 24 décembre au soir, le patron il me dit c'est bon, on te garde. Ah, trop bien, beau cadeau de Noël, quoi. Ouais. Ok, donc tu commences ton premier job réel. En janvier. Janvier, au comptoir de Mathilde, là-bas. C'est ça. C'était où du coup ? À Tulette, la maison mère. Ah oui, la maison mère à Tulette, ok. La maison mère à Tulette. Alors moi, j'étais prédisposé à faire les foires. J'allais sur les salons, ça s'appelle les salons de chocolat. J'étais prédisposé à faire les foires et sur les périodes creuses, parce qu'en été, de mai à septembre, on vend plus de chocolat sur les foires et tout ça. Là, j'étais vendeur dans les boutiques. Okay. Je faisais les saisons et tout ça. Ok. Et alors, retour sur cette expérience, ça t'a appris plein de choses, je suppose ? Tu te débrouilles. Moi, j'étais simple vendeur. Du jour au lendemain, mon responsable il est parti. Le patron, il est venu me voir. Il me dit, ce week-end, t'es à Toulouse, c'est toi le chef ? À 21 ans, tu te dis, waouh. Trop bien. Ouais, en fait, tu prends des gens avec toi. Bon, tu pars avec un vendeur attitré et tu recrutes du monde là-bas. Donc, du coup, tu te dis, c'est la responsabilité, c'est moi qui l'ai. Ouais. Et ça t'a fait quoi quand tu as vu que tu avais cette responsabilité ? Ça t'a fait plaisir ou ça t'a stressé plus ? Non, ça m'a fait super bien. Enfin, ça m'a fait super plaisir. J'ai eu stressé avant. Ouais, ce qui est normal. La petite boule au ventre et tout ça, mais une fois que la machine était rodée, au final... mais de toute façon, j'avais pas le temps de stresser de quoi que ce soit. C'était presque du non-stop. Je préparais mes foires, je faisais mes stocks, je partais sur foire, je vendais, je revenais, je refaisais mon retour de stock, je repréparais ma foire juste après. Ok. Ça... tu t'arrêtais jamais, quoi. Ouais, je m'arrêtais jamais. Si j'avais un jour de repos, tu vois, ce qui était légalement possible. Mais même pendant ce jour de repos, je devais aller au dépôt et checker un peu tous mes produits, quoi. Ok.
Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, je crois, 2-3 ans. Ok. Et à un moment donné, la vie de mon grand-père, il compte beaucoup. Et un jour, j'ai fait un super bulletin de paie, tu vois. Et je suis allé avec mon bulletin de paie voir mon grand-père en lui disant « Regarde, papy, ça y est, j'ai réussi et tout ça. » Et lui, il a regardé un petit peu et au niveau du taux horaire, il m'a dit « Mais t'es pas très bon là, en fait. » Et du coup, putain, c'est vrai qu'il m'a mis un peu le doute. Et en regardant bien, je me suis dit « Je suis pas payé à ma juste valeur. » J'étais commissionné, j'avais des primes au niveau de mes ventes. J'avais un fixe. Et au final, non, ouais, j'étais pas super méga bien payé. Et du coup, je suis allé voir mon patron en lui disant écoutez, vous m'avez dit que si un jour j'avais un problème, il fallait que je voie avec vous. Et là, ça me convient plus. Enfin, j'aimerais bien avoir une augmentation. Il me dit combien? J'ai dit moi, je fais 500 € d'augmentation par mois. Personne ne demande ça, enfin, c'est trop, tu vois. Et il me dit non, je pense que là, ça va être un peu compliqué. De toute façon, ce genre de cas de figure, c'est plus moi qui le gère, c'est le DG, quoi. Il me dit, tu vas voir avec lui. J'ai dit, moi non, j'ai pas envie de voir avec lui parce que vous m'avez dit, si un jour tu as un problème, c'est moi qui le résoudrai. Et là, vous me dites non, du coup, on va rester là, quoi. Et bon, après, j'avais plus de temps pour moi, j'avais plus de temps pour sortir, pour faire des choses. Enfin, c'était que boulot, 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 boulot. Je voyais même plus ma famille pour les fêtes de fin d'année. Enfin, j'étais tout le temps sur la route, j'étais tout le temps en train de travailler, tu vois, c'était ultra compliqué. Ok. Et t'avais ton appart ou à ce moment-là? Ouais, j'avais mon appart. Ok, ouais. J'étais sur Courthézon, j'avais un petit appartement à côté de la voie ferrée. Ouais. Tu sais, quand il y avait un train qui passait, ça tremblait, tu sentais vert. Ouais. Ok. Et bon, en travaillant à Tulette, tu tapes 1 heure de route par jour. C'est ça, ouais. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais. Et le premier salaire que tu as fait, tu te souviens de ce que tu as dépensé avec ou pas? Alors, je crois que mon tout premier salaire, je travaillais l'été dans une savonnerie. Mon tout premier salaire, j'étais avec des potes qui jouaient beaucoup à la console. Moi, j'en avais plus de console et en fait, j'ai racheté une console pour pouvoir jouer avec eux. Ok. Donc, et je crois que j'avais dû dire à ma mère, si tu as envie que je fasse un peu les courses, un truc comme ça. Enfin, j'étais tellement content d'avoir eu ce salaire-là que j'ai dit, je peux participer un petit peu, quoi. Ok. Ok, donc ouais, t'as fait ta première Game Boy, enfin ta première PlayStation ou comme ça, ouais. C'est ça. Trop bien. Tu avais des passions à ce moment-là, en dehors du foot? Est-ce que parce que là, tu dis que tu jouais avec tes potes aux jeux vidéo, tu aimais bien ça, les jeux vidéo? Ouais, les jeux vidéo. C'était quoi, plus FIFA ou GTA, comment ça? Moi, j'ai toujours joué à FIFA, ça c'est sûr. Call of. Et après, nous, on se faisait beaucoup de parties en ligne. C'était les débuts des parties en ligne, d'ailleurs, avec les collègues, tout ça. Okay. On jouait à Gears of War. Okay. C'est quoi, c'est des jeux je joue pas vraiment aux jeux vidéo, mais c'est quoi, c'est des jeux en ligne? Des jeux en ligne où tu es match à mort par équipe ou des trucs comme ça. Ok, ouais. Ok, bon. Et ça, tu continues toujours? Un petit peu. Ok. Avec les enfants, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais... Ouais. Ok. Et donc après, tu pars du comptoir de Mathilde, tu fais quoi juste après? En fait, si tu veux, je négocie une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir mon chômage sur 24 mois. Et à ce moment-là, je sais pas ce que je vais faire. Si tu veux... tu pars de là-bas? Aucune idée. Coup de tête. Mais t'es parti sur un coup de tête, mais surtout... En fait, je pouvais plus supporter le fait qu'on m'apprécie pas à ma juste valeur tu penses que manque de reconnaissance d'ego, excuse-moi, tu penses que c'est un truc d'ego ou parce que ton grand-père t'a mis devant le fait accompli et tu t'es dit, mais attends... Là, je pense que du moment où tu as envie d'avoir de la reconnaissance de la part que t'es pas ça, tu te dis, mais j'ai loupé quelque chose. Et tout mon investissement pour en arriver là, ce bulletin de paie qui pour toi est bon, il l'est pas. Donc remise en question et qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc si tu veux, du moment où j'ai ma rupture conventionnelle, j'ai un préavis. Et sur ce préavis-là, je me dis, là par contre, faut trouver. Faut pas, j'ai le chômage quand même, s'il faut. Mais ouais, essaye de rebondir. Et puis j'ai jamais pas travaillé, quoi. Donc je vais m'ennuyer, quoi. Et ma mère, à ce moment-là, elle me dit, tiens, je regarde une émission. C'est super sympa, tu devrais regarder. Et c'était Miami Ink à l'époque. C'était sur un salon de tatouage, tu avais un gérant d'un salon, il avait plusieurs tatoueurs et tu suivais le quotidien du salon. Et je suis tombé amoureux. Moi, je dessinais à côté, tu vois. Donc, tu as toujours eu ce truc-là de dessiner aussi? Je dessinais beaucoup. Mais tu dessinais quoi En fait, je faisais des reproductions. Si j'aimais bien un film, j'aimais bien un acteur ou quoi, je prenais l'image et je la reproduisais. Okay, ouais. J'ai toujours fait ça, la reproduction de dessins, de personnages, j'aimais bien faire ça. Et quand je suis tombé nez à nez avec cette émission-là, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est un métier, en fait. Enfin, c'est pas un truc dans une cave où tu peux avoir un salon, tu peux faire ce métier-là et tu peux rencontrer du monde et tu peux faire plein de choses.
Et du coup, je me suis renseigné sur ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir tatoueur et comment en arriver là, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, après, tu trouves une formation, c'est ça? Alors moi, c'est encore plus simple. Je pense que j'ai une bonne étoile. J'avais une pote, elle était apprentie dans un salon. Du coup, aussitôt, j'ai envoyé un message, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire pour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, et est-ce que je pourrais venir dans le salon? Demande à ton patron si je peux venir observer. Ou elle me dit, mais on va faire mieux que ça. Moi, je suis bientôt, pas diplômé, parce que ça n'existe pas vraiment, mais j'arrête bientôt l'apprentissage. Je vais devenir tatoueuse. Il va chercher un apprenti. Donc, rencontrez-vous. Vous voyez si ça match, et puis voilà, quoi. Okay. Du coup, arrive le moment où j'y vais, une journée, pour rencontrer la personne. Il me dit, est-ce que tu es motivé, tout ça? Fais voir tes dessins, il regarde mon book. Alors moi, je faisais que des dessins humoristiques, tu vois, la reine des 16, avec une grosse bouteille de 16. Je faisais que des trucs comme ça. Il me dit, ça, faut arrêter. Il me dit, ça, c'est pour le tatou, ça marche pas. Les trucs rigolos, c'est bien, tu vas en faire une fois de temps en temps, mais c'est... Et du coup, je me suis mis à dessiner des trucs tatou, pour pouvoir me créer un book et montrer toute ma panoplie de dessins pour pouvoir devenir tatoueur. Il me dit, moi, je suis vachement intéressé à savoir que la formation, elle est payante. C'est pas comme tout autre boulot, en fait. C'est toi qui vas payer ton mentor pour pouvoir intégrer le salon qui te donne toutes ces astuces. Il va t'apprendre le métier en lui-même, quoi. Ok. Et du coup, là, comment tu fais pour financer ça? Je vais faire des chantiers au black pour pouvoir... des chantiers de placo. Sur un mois et demi, je prends 1000, 2000, 3000, histoire de payer cette formation-là. Et elle coûte combien, cette formation? Alors moi, il m'avait annoncé un tarif de 3000, 3500 euros. Ok. J'ai payé que 1000 euros. J'ai dit, moi, je te donne pas tout d'un coup, parce qu'on ne sait jamais, si demain tu me mets à la porte, je t'ai filé 3500 euros, et ni vu ni connu, on a perdu, quoi. J'y donne 1000, on attend un petit peu, je lui dis, en fait, on va le décortiquer, tu me dis que ça dure 2 ans, on va le décortiquer sur 2 ans, je te paye là maintenant, au bout d'une année, et après, tu auras le reste à la fin. Je m'impose un peu sur ça, mais parce que mon beau-père, il me dit de faire comme ça. Il me dit, te fais pas avoir, c'est trop facile. Si demain, le salon, il ferme... tu auras donné 2000 euros comme ça, et voilà, quoi. Et du coup, j'intègre le salon qui s'appelle Diamond Tattoo Avignon, à Montfavet. Et me voilà dans le pays, dans le monde au paradis, quoi. Okay. Moi, je pense que si j'avais pas été dans un petit salon une faible renommée et tout ça, je pense que j'intégrais pas un salon de tatou, quoi. J'avais pas forcément le niveau requis. Ça a été du travail acharné pour en arriver là, mais j'avais pas le niveau pour pouvoir prétendre à être apprenti dans un salon. Okay. J'avais démarché Graphica Derm, en parallèle. Oui, en parallèle. Ouais. J'avais démarché Graphica Derm, ils avaient bien aimé ce que j'avais au niveau des dessins et tout ça. Mais la formation était trop chère. Trop cher. Ok, ouais, je comprends. Mais je savais pas que c'était le tatoueur qui te formait à faire ça. Je pensais que tu faisais une formation, entre guillemets, annexe dans une grande ville de tatouage et que tu apprenais à tatouer sur des peaux de cochon, ça comme on entend dire, et qu'après tu intégrais un Je pense que maintenant, ils ont flairé le truc. Ils ont commencé à structurer des trucs où tu vas apprendre le métier dans une pièce où ils t'apprennent et tout ça. Mais sinon, c'est dans un salon de tatou et t'as le tatoueur qui te prend sous son aile et qui t'apprend les bases, les ficelles du métier, quoi. Et ça commence par quoi? Du coup, tu commences comment? Les premiers jours, ça se passe comment? J'ai passé 1 an à faire du dessin pour les tatous de mon tatoueur. Donc la personne vient te voir, te dit viens voir le tatoueur en disant je veux dessiner ça, c'est ça. Ouais. Le tatoueur lui dit ok, et après il te le donne à toi et te dit dessine-moi-le pour voir. Ça. Des fois il me disait oh pop, là c'est un peu trop compliqué, je vais pas réussir à le faire et tout, simplifie. Moi pendant 1 an, j'écoutais les clients parler et je leur faisais le dessin pour leur tatou que mon tatoueur allait tatouer. Ok. Et du coup, donc les premiers jours où la première année, tu dessines tout ça. À un moment donné, il te dit, vas-y, je t'autorise à faire. Ouais. Tu fais sur quoi la première fois? Alors, en parallèle, tu as des peaux de cochon ou des peaux synthétiques. La peau de cochon, je devais aller chez le boucher en lui demandant si je pouvais avoir de la couenne découpée à la main. Il ne faut pas qu'elle soit découpée à la machine parce que si tu veux, c'est des petits picots qui la prennent comme ça. Et en fait, dès que tu vas commencer à mettre ton aiguille, elle va diffuser parce que la peau, elle est déjà striée, tu vois. Et je me mettais sur un coin de table et pendant 1 heure, je faisais ma peau de cochon. Ça pue pas, ça? En fait, avec la chaleur corporelle, tu commences à la cuire.
naturellement. Et ouais, ça pue. Moi, tu t'es habitué, quoi. Ouais, je m'y habituais, mais c'est vrai que même niveau hygiène, bon, c'était pas dans les pièces tatou, quoi, mais si tu veux, c'était moyen, quoi. Enfin, tu te dis, bon. C'est ton odeur de vestiaire à toi, ça. Ouais. Tu vois. C'est quand tu sens ça, tu te dis, ah, la belle époque. Mais c'est trop bien d'en être passé par là, parce que c'est chronologiquement parlant, t'as vraiment toutes les étapes. Enfin, j'en ai grillé aucune, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, premier tatouage, tu t'en rappelles, le premier tatouage? Ouais, c'est sur une amie à nous. Enfin, c'est une amie de ma femme. Elle m'a dit, je veux bien un tatou. Elle l'a encore. J'ai dit, viens, pas qu'on le recouvre, mais viens, on l'améliore. Elle me dit, non, on le garde comme ça. C'est une toute petite lettre. Avec une toute petite croix égyptienne. Mais alors, quand je dis toute petite, c'est toute petite. Et en fait, quand on s'est installé pour le faire, j'ai préparé la zone, je lui ai posé le calque et tout. Et au moment de prendre la machine et de la tatouer, j'ai dit, t'es prête? Elle me dit oui. J'ai dit, moi non. Et du coup, j'ai pris mon courage, j'ai bien soufflé, et j'ai pris on tend la peau, tu vois, pour attaquer. Et j'ai fait ça et j'ai fait. Hop, je commençais à trembler. Et le tremblement s'arrêtait pas. Et même si je faisais en sorte le tremblement, il arrêtait pas. Et d'un coup, j'ai dit, je pique, tant pis. Et boum, j'ai piqué et j'y suis allé. Bon, il est correct, c'est pas le plus beau, mais non, il est pas dégueu, quoi. Enfin, mais par contre, il est microscopique. Là, aujourd'hui, je pourrais pas faire un truc comme ça. C'est trop petit. Ok. Mais en plus, elle t'a fait commencer par un truc compliqué, alors. Au final... Pas tant, non. Mais quand je dis ça, c'est que c'est trop petit. Ah, c'est vraiment petit, t'as pas trop de place. Mais valait mieux pas, parce que tu sais pas remplir, tu sais même pas la profondeur, où piquer, ou comment. Franchement, le tatou, c'est quand même exigeant. Ouais. C'est technique et pointilleux, et tu peux vite faire de la merde, quoi. Enfin, ouais. Et puis c'est irréversible presque, entre guillemets. Quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Et après, donc, tu prends une place maintenant vraiment à part entière dans ce salon-là, ou est-ce que du coup, une fois formation terminée, tu décolles autre part? Non, en fait, si tu veux, cette place, je veux la prendre, mais il me la donne pas. Ah, ok. Parce qu'il y avait l'autre avant? Non, elle était partie. Ok. Parce que j'étais toujours apprenti, selon lui. De toute façon, oui, un apprentissage, tu le fais pas en 1 an ou 2 ans. Enfin, j'en apprends encore maintenant, donc tu t'apprends tout le temps. Mais si tu veux, il me faisait faire des petits tatous et il me rémunérait pas, en fait. Ça rentrait dans la caisse du salon. Il me disait, je te paierai quand j'aurai considéré que tu es viable, quoi. Enfin, quand j'aurai estimé que tu es assez bon, je te donnerai de l'argent. Quand je t'aurai prouvé ta fiabilité, quoi. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est pas correct. Non, moi, je lui ai dit, si on part comme ça, pendant 5 ans, tu peux estimer que j'en vaux pas encore la peine et pas me donner d'argent. J'ai dit, moi, mon chômage, il arrête dans 3 mois. Si j'ai pas de garantie, je vais devoir partir. Hein. Il dit, on verra. Et une fois de plus, l'ego a pris le dessus. En fait, si tu veux, je me rappelle bien d'une fois où c'était l'anniversaire de mon beau-père et j'ai demandé mon samedi. Je travaillais tous les samedis. Il me dit non. Je dis, attends, je suis là tout le temps. Je suis pas payé. Je suis pas payé en plus, voilà. Il me faut mon samedi. Non. Je dis, je serai pas là demain. Viens pas et reviens plus. T'es sûr de toi, je lui dis. Il me dit, ouais. Bon, au revoir. Et du coup, je suis parti. Et entre-temps, il y a son associé qui a quand même demandé une réunion pour qu'on se rencontre et tout ça. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai été correct jusqu'à présent. Il me dit, ouais, mais t'as pas payé ta formation. Ah bon, j'ai pas payé ma formation. Tu vois avec lui parce que moi, j'y ai donné déjà de l'argent. Et si t'as pas prévenu pour les garder, ça, c'est votre problème à vous. Moi, j'ai été correct. Et en fait, j'ai foutu la merde. Et là où j'ai foutu la merde, c'est aller plus loin. Il a regardé et en fait, il lui disait pas tout sur les déclarations et sur tout ça. Et ils ont fermé le salon. Ok. C'est allé beaucoup plus loin. Moi, j'y suis. Enfin, oui, c'est pas que j'y suis pour quelque chose, c'est pas ma faute, mais j'ai fait mettre le nez dedans, quoi. Ouais, ok. Et moi, si tu veux, là où j'étais apprenti, il y avait une tatoueuse qui venait de temps en temps, juste pour piquer ses clients d'Avignon, le temps qu'elle ouvre son salon. Et on a super bien sympathisé, elle était vachement cool. Et je suis allé voir le salon qu'elle a ouvert, hein, en parallèle, comme il m'a dit, reviens plus, j'ai dit, moi, il faut que je trouve quelque chose. Et j'y suis allé, au culot, et elle était pas là. Et j'ai dit, vous savez, quand elle est là et tout, non, repasse, quoi, tu vois. Et j'y suis allé un peu... de manière aléatoire, comme ça, ouais. Comme ça. Et quand je la vois, je lui dis, voilà, Sylvie, je vais partir de chez Greg. J'ai plus envie de me prendre la tête sur des trucs comme ça. Je veux vivre mon expérience. J'ai envie de tatouer. Est-ce que tu serais d'accord? Elle me dit, ouais, c'est bon. Elle me dit, je sais ce que tu vaux. J'ai vu ce que tu faisais. Demain, t'attaques si tu veux.
demain j'attaque. Pour moi, c'était encore inespéré, tu vois, ma bonne étoile est toujours là. Ben, je dis, vas-y, c'est bon, comment on s'arrange? Elle me dit, bah moi, je te prends 30%, et vamos, quoi. J'ai 70% pour moi, alors que là où j'étais, je gagnais 30% limite de mes tatous. Là, c'était l'inverse. Et ben, c'est bon pour moi. J'intègre l'équipe, quoi. Ouais. Donc, ça a commencé de là. Ok, et donc là, c'était à quel endroit, du coup? À l'atelier 58, rue Guillaume-Puy. Ok, donc c'est là où je t'ai rencontré, où j'ai tatoué, tu m'as tatoué pour prendre Exactement, où j'ai tatoué vraiment beaucoup de monde, de mes clients d'aujourd'hui, et tout ça. J'ai commencé là-bas, hein, donc, ouais. Ok. C'est quoi la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est tatoueur? Parce qu'on a l'impression que tout le monde veut faire des tatouages, tout le monde fait ça, mais quelle difficulté, toi, tu rencontres et tu peux mettre un point dessus aujourd'hui? Les plus grosses difficultés, je les ai rencontrées au début de ma carrière, où tu sais pas comment aborder tel tatouage, tu sais pas comment aborder telle zone du corps. Je le rencontre encore aujourd'hui, hein. C'est pas tout, enfin, il n'y a pas tout qui est acquis, mais si tu veux, ce métier-là, il te fait tout voir, en fait. Tu dois être bon en communication, tu dois être bon en commerce, tu dois être bon en hygiène, tu dois être bon en conseil après tatou, post-tatou, tu dois être vachement rassurant, tu dois être psychologue, parce qu'il faut vachement écouter aussi tes clients. Et puis les gens, ils te parlent pendant la séance. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. L'aspect psychologique, voir avec la personne pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Des fois, c'est même pas lié au tatouage. Les gens, ils se confient vachement à toi parce que c'est pas tout le monde qui peut parler à quelqu'un de naître. Et puis quand tu fais une pièce de 4-5 heures, c'est quand même plus agréable. Il faut meubler. Et je pense que du moment où tu vas commencer à parler avec ton tatoueur, tu vas un petit peu faire abstraction de la douleur et tu vas un peu plus encaisser la chose, quoi. Ok. T'as des regrets sur ton parcours? Ouais, j'en ai un beau. J'ai eu de la chance d'intégrer ce milieu-là grâce à ça. Grâce à mon mentor, le premier qui m'a pris. Sinon, je pense que j'aurais pas été pris. Mais du coup, j'ai quelques lacunes techniques du fait que j'ai pas appris vraiment avec quelqu'un de A à Z le métier. Si j'avais eu un tatoueur qui m'avait dit fais ça comme ci, comme ça, un mec confirmé et qui te dise fais comme ci pour avoir ce résultat-là, fais comme ça, tourne ta machine un peu plus bas pour faire ci et tout ça, j'aurais gagné vachement de temps. Moi, j'ai fait en autodidacte en fait. Mais au final, tu as créé ta façon de faire et j'allais dire que tu es le seul à le faire comme ça, je sais pas, mais en tout cas... On est beaucoup, je pense. Enfin, en autodidacte, on est vraiment. Non, beaucoup. Pas en autodidacte, je veux dire, mais la façon dont tu tatoues très vite, tu tatoues très juste, et c'est une façon de faire. Quand je dis ça, c'est que tu m'avais expliqué, mais ça, c'est que je pense que c'est ta façon où tu t'as travaillé tout seul, toi, comme ça, et peut-être que si tu avais eu quelqu'un qui t'avait expliqué faire, tu aurais appris autrement, et du coup, fait plus différemment. Quoi. En plus, à savoir que chaque tatoueur est différent. Il y en a qui vont tatouer rapidement pour faire une ligne, il y en a qui vont tout doucement. Tu vois, et on a tous notre façon de faire. En fait, il n'y a pas de règle. C'est ça qui est dur avec ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors certes, il faut tendre la peau, il faut mettre de la vaseline et tout ça, mais c'est pas, il n'y a aucune règle. Chaque tatoueur a sa façon de faire. Et toi, tu refuses les tatouages, tu as des choses que tu ne veux pas faire? J'ai une règle d'or, c'est que je vais quasiment rien refuser. Hors tatou raciste ou avec des messages un peu bizarres ou ça je vais pas faire, mais franchement je me verrais mal refuser quelque chose par rapport à la personne. Enfin, j'aime tellement la rencontre humaine et j'aime tellement mon métier que je me vois mal refuser des trucs, et je pense qu'aujourd'hui ça me rapporte vachement plus de clients d'avoir été comme ça jusqu'à présent que d'avoir sélectionné toi je te fais, toi je te fais pas, toi je te fais, toi je te fais pas. Après confinement, limite on devait refuser un peu du monde, mais par place, tu vois. Enfin, sinon je te mettais 6 mois, 7 mois, 8 mois. Maintenant, c'est plus compliqué, tu vois. On fait moins les fines bouches pour plein de choses, quoi. Comment tu gères, toi, le début, la préparation du tatouage jusqu'à la fin du tatouage? Est-ce que tu suis toujours le même processus pour garder, entre guillemets, une routine et toi, rester confiant dans ce que tu fais pour éviter d'être bloqué à un moment donné dans la façon dont tu vas le faire? Comment tu organises, toi, le processus du tatouage? Comment ça se passe? Maintenant, j'en suis arrivé à un stade où j'ai confiance en ce que je fais et j'appréhende plus une session comme avant et tout ça.
si tu veux, j'aime bien faire soit au jour le jour, travailler avec la personne directement son projet, on fait la composition ensemble et tout ça. Le jour même. Okay. Ou soit si ça demande, tu sais, un dos complet ou quoi, si ça demande un peu plus de temps, on le fait un petit peu en amont. Mais je fais quand même des fois venir la personne, comme ça on discute, on regarde, on agence ensemble, c'est pas mal. Et tu vois que ta façon de faire a évolué avec le temps. Tu faisais comment auparavant? Avant, si tu veux, j'avais mon dessin, j'envoyais déjà 2-3 modèles à mon client. J'étais pas sûr de moi, tu vois, j'envoyais 2-3 trucs. Choisis-en un, si t'en choisis un, c'est trop bien, merci. J'ai envoyé un panel de motifs qu'il aime, et une semaine à l'avance. Mais le problème de ça, en fait, si tu veux, c'est que le client, il va le montrer un peu à sa famille, il va le montrer un peu à ses potes. Et en fait, il y a un retour négatif qui est mis à chaque fois parce que la personne n'a pas son propre avis. Que des fois, en l'envoyant la veille, la personne, elle n'a pas trop le temps non plus de réfléchir sur la chose. Je veux pas que la personne ne réfléchisse pas, mais je veux pas non plus que ça soit pas son choix à elle, quoi. Oui, qu'après on dise, oui, en fait, la fleur ici, est-ce qu'on peut pas faire ça, qu'en fait, tu changes tout ton truc. Mais c'est vrai que la façon dont toi tu avais fait la première fois avec moi, j'avais trouvé ça génial parce que tu me faisais, tu me demandais l'histoire que je voulais raconter avec ça, donc tu notais tout, je t'avais donné les images que je voulais faire, et tu m'avais envoyé, je me rappelle bien, une semaine avant, mais quand j'avais vu le truc, j'avais dit, oh, mais attends, c'est lui qui a dessiné ça, c'est magnifique, et c'est vrai que je me rappelle que j'avais reçu une semaine avant, et la deuxième fois, c'était complètement différent, où je t'avais dit, voilà, je voudrais ça, et tu m'avais dit, tu viens tel jour, on le fait tel jour ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais oui, j'ai vu, moi, l'évolution de ça, alors je savais pas ce qu'il y avait derrière. Tu vois, je pense que ça l'a fait pour tout le monde. Avant, déjà, au tout début de ma carrière, j'avais beaucoup plus de temps pour dessiner parce que j'avais moins de clients sur la semaine. Maintenant, j'ai un peu moins de temps, quoi. Enfin, je suis complet 6 jours sur 7. En fait, si tu veux vraiment bosser, il faut que tu dessines le jour même avec le gars, quoi. Ouais, c'est ça. Après, si la personne, je le sens qu'elle est un petit peu... un petit peu inquiète, ou si elle a envie d'avoir son motif un petit peu la veille et tout ça, je le conçois totalement, je le fais. Et puis, on en discute avec la personne et tout ça. Mais je suis meilleur vraiment la veille, quoi. Ok. Et est-ce que déjà tu anticipes la création du tatouage quand même avant, ou pas du tout, tu te laisses vraiment le champ neutre pour le matin? En fait, quand je vais discuter avec la personne, j'ai déjà le modèle dans ma tête. Je sais là où je vais aller. Et ça pourrait ce que tu vas faire. Voilà. Il faut juste que le style que j'ai choisi corresponde à la personne. Mais ça, c'est en fonction de comment... Enfin, quand on a discuté, c'est ce que j'ai perçu de ce qu'elle a envie et tout ça. Si j'y vais, moi, tête baissée, en disant « je te propose que ce que j'ai envie », ça ne marchera jamais. Non. Il faut que j'arrive à savoir la thématique, le style qu'elle va vouloir et tout ça. Ok. Et du coup, tu es resté combien de temps dans ce studio 58, c'est ça? Ouais, à l'atelier 58. Je crois que je suis resté 3-4 ans. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est normal, hein, dans un salon, tu dois donner un pourcentage sur tes revenus, c'est comme ça que ça marche. Avec mon associé Cyril Link, on s'est dit, punaise, je pense qu'à nous deux, ce qu'on donne, on pourrait en fait payer un loyer, quoi. Et on bénéficiait plus des clients du salon, c'était que nos clients qu'on rapporte, on ne prenait pas du passage. On avait notre renommée, donc on n'en avait pas besoin. Et on s'est dit, on n'a plus rien à tirer du salon, mais pas méchamment. Hein. On a envie ça laisse aussi aux nouveaux tatoueurs comme toi et de pouvoir se présenter et de libérer une place, quoi. On s'est dit, on va tenter une aventure, hein. On va ouvrir notre salon, quoi. Et du coup, on a fait des recherches sur où, quand, comment. Et le seul truc qui était un peu compliqué, c'est l'aspect location de local. Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tu as un abattement qui est compliqué. Et c'est vrai que c'était très compliqué. On a, au début, choisi une option, c'était d'aller dans un local déjà occupé. On partageait en fait le lieu. Par un autre tatoueur? Non, par un coiffeur. Ok. Au début, on voulait faire ça. Nous, on était à l'étage, donc... oui, mais c'est pas bête en soi. En termes d'hygiène, on était bon. T'avais pas les cheveux, quoi. Ouais, voilà, t'as pas les cheveux. Le truc, c'est qu'en fait, il nous a fait un contrat, c'était très, très, très compliqué, quoi. C'était que quand il était là, il fallait respecter ses horaires. Nous, on n'avait pas le droit d'entrer s'il n'était pas là, et on devait partager toutes les charges. Les charges d'eau d'un coiffeur et d'un tatoueur, c'est pas les mêmes. Donc, je pense que c'était trop à son avantage à lui, et nous, on n'avait rien à y gagner. Pourtant, on allait signer, hein. Et mon pote Cyril, il met une story sur les réseaux comme quoi, ça y est, on a trouvé un local et tout ça.
Et il a son super pote qui a un local sur Avignon, qui lui dit « Putain, mais moi, j'ai mes locataires qui s'en vont, c'est libre dans un mois, même pas, viens le voir. » Et moi, j'étais en vacances, Cyril il me dit « Putain, je vais vite visiter un local, ça m'a l'air bien et tout. » Je dis oh, « Mais attends, on a signé presque le contrat avec l'autre. » Il me dit « Moi, je m'en fous, on arrête tout. On n'est pas mariés, on a signé, mais c'est juste un papier, on arrête tout au pire. » Et il y va, il me dit « Poulet, j'ai visité, c'est là-bas qu'il faut y être. Enfin, c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut y être, c'est sûr et certain, c'est grand, c'est spacieux, c'est bien situé et tout. Moi, en vacances, quand on me dit c'est plus du tout là où on va dans un nouveau lieu, je ne l'ai pas visité, c'est un grand studio et en plus de ça, il me fait la surprise qu'il y aura deux tatoueurs en plus. Waouh! Je me dis... Mais, et tu as surprise parce qu'il avait déjà anticipé, mais lui, en fait, il discutait et il avait besoin de conseils parce qu'il ne sentait pas du tout l'affaire du coiffeur. Moi, à la limite, c'est pas que je le sentais ou pas, mais on avait que ça. Donc, je voulais y aller, quoi. Je voulais foncer, on verra plus tard. Et lui, il avait besoin un petit peu de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et en fait, il discutait avec Robin, il a dit, moi, franchement, si tu arrives à avoir Céline Tattoo, si tu arrives à Color Skin Tattoo, si tu arrives à avoir Céline avec toi, moi, je vous suis. Du coup, Cyril, il me dit, on est obligé, là. On a 2 grosses pointures qui veulent nous suivre. Nous, on est 2 débutants. Enfin, on s'était confirmés mais on était débutants quand même. C'est la chance de notre vie. Et moi, j'étais là, je dis, mais comment on va faire? Et cerise sur le gâteau, il m'annonce que ça va être un studio privé. Okay. Là, je me dis, mais non, mais là... moi, c'est quoi un studio privé? C'est que sur rendez-vous? Ouais, c'est ça. C'est uniquement sur rendez-vous. Tu n'as pas l'adresse. Tu n'as aucune visibilité en soi hors réseaux sociaux. Et les clients de passage, tu n'en as pas, en fait. Et t'es dans un endroit où c'est paumé, quoi. Enfin, nous, là où on est situé, c'est passant, mais c'est pas passant. Oui. Et puis tu vois pas à travers le. Nous, il y avait des grandes vitres. On aurait pu tatouer dans la rue, mais ça, on voulait pas, quoi. Enfin, bien sûr. C'est pas faisable. Ok. Donc l'aventure se lance comme ça. Ouais, elle se lance comme ça, et je pense que ça a été un pari gagnant. Ouais. Comment tu le vis toi-même avec le recul? Alors, je l'ai mal vécu sur le coup pas qu'il me l'a imposé, mais il m'a dit même si t'es pas de la partie, je le fais quand même. Moi, je me suis dit non, ça va être le regret de ma vie, ça va être ça. Je te suis. Allez, c'est pas grave. Je te suis et on y va. Et j'ai bien fait de l'écouter. Et tu l'as quand même un peu mal pris au début? Pas mal pris, mais si tu veux, je me suis dit, je suis pas là, quoi. Ça se fait presque tout dans mon dos. Ouais. Alors que non, il m'a prévenu de tout. Mais ouais, tout portait à croire que ça se faisait sans mon aval et c'était un peu... je te presse, quoi, tu vois. Bon, au moment présent, on se dit, j'ai bien fait de l'écouter, quoi. Ouais, la bonne étoile, comme tu disais. Ouais, la bonne étoile à chaque fois. Ok. Et tu te rappelles, tu as de tatouages un peu... extraordinaire qu'on t'a demandé de faire, ou celui quand on te demande un tatouage, tu te rappelles toujours de lui parce que c'est le plus beau, le mieux réussi, celui que t'as le plus préféré entre guillemets. Le plus beau, les plus beaux, c'est les prénoms que j'ai tatoués sur ma femme pour mes enfants. Et tu trembles autant que le premier tatou, presque. Oui, bien sûr, tu dis, faut pas le louper. Celui-là, faut pas le louper, je le verrai tous les jours. En termes symboliques, au niveau des émotions et tout, c'est ceux-là qui sont les plus beaux. J'ai tatoué aussi ma grand-mère, j'ai tatoué ma mère, mon père. Mon père, il venait pour un petit tatou au niveau du pied pour cacher une cicatrice. Il a fini avec toute la jambe. Ok. Mais il n'a pas le jour même. Non, sur plusieurs, mais je l'ai bien eu, quoi. Il me dit, si j'avais su, je l'aurais jamais fait, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Après, en termes de beauté dans le tatou, j'ai fait un dos complet. C'était mon premier. Celui-là, ça a été vraiment la consécration. Ouais, ok. Et il était vraiment bien fait, quoi. Quand ça, c'est... c'est un client, en fait, que j'ai tatoué à l'atelier 58. Je l'ai tatoué plein de fois là-bas et après on s'est un peu perdu de vue et il est revenu vers moi pour ce projet-là. Okay. Bon, moi j'ai dit direct, c'est la première fois que je fais un dos complet. J'ai déjà fait un demi-dos, j'ai déjà fait des grosses pièces, mais là c'est la première fois que je vais faire un dos complet. Je te baisse un peu le prix, comme ça, ça fait un équivalent, quoi. Et moi je suis chaud. Par contre, quand je m'engage dans un projet, je sais que je vais bien le faire. Enfin, je sais que je suis capable. Si on me demande un truc que c'est pas mon style ou que je suis pas capable de le faire ou que je sais qu'un tel va le faire mieux que moi, je l'envoie. Okay, Si on m'envoie que des tatous de tel tatoueur, je vais dire, va le voir lui. Ça sert à rien de venir me voir moi si tu veux un tatou de lui. Tu vois, enfin, ou sinon on change carrément le style de ce que tu veux, quoi.
Ok. Et toi, maintenant, avec l'expérience, tu as ton propre style à toi, où tu sais à peu près ce que tu veux faire et comment tu veux le faire? Moi, j'ai ma patte. J'ai ma patte. C'est assez reconnaissable. Enfin, un tatou à moi, c'est assez reconnaissable. Mais par contre, j'ai pas de style prédéfini. J'aime faire un peu plein de choses. J'arrive pas à me cantonner à faire qu'un style. Je pense que je vais m'ennuyer. Et quand j'ai voulu le faire, souvent, je me suis ennuyé vraiment de suite. Et j'ai de suite voulu aller sur un autre style où j'aime vraiment faire plein de choses. Ok, ouais. Mais toujours avec ma patte à moi, que ça soit dessiné, qu'il y ait de la ligne. Moi, j'aime beaucoup faire la ligne. Il faut toujours qu'il y ait de la ligne et tout. Un tatou réa sans ligne, moi, je le ferais pas. Ok. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé un tatouage hyper ambitieux où tu t'es pas senti de le faire? Je me suis toujours mis un petit coup de pied aux fesses pour le faire, en fait. Ok. Mais t'as déjà eu des moments où tu t'es dit, oh ça, ouais, non, peut-être pas. Et au final, tu dis, bon, je le tente quand même, quoi. Après, tu vois, moi, j'ai un très bon ami à moi qui m'a demandé un tatou. J'ai dit oui. Et à la dernière minute, j'ai dit, écoute, tu vas le faire avec Robin parce que moi, un visage statue qui éclate dans le ciel, en lévitation et tout, c'est pas mon délire. Enfin, j'ai dit, je n'arrivais pas à l'imaginer peut-être toi-même. Non, si, je l'imaginais très bien, mais c'est au niveau de la technique et de la réalisation, je me suis pas senti du tout. Et comme c'est un pote, enfin, quiconque, je lui aurais dit, va voir Robin, je pense qu'il le fera mieux que moi. Et effectivement, Robin l'a fait. Et moi, j'ai fait toute la jambe autour. Donc en fait, on a fait une jambe, j'ai fait une jambe complète, mais ce tatou-là, j'ai laissé Robin faire. Et Robin, il est dans le studio avec toi, enfin dans le local avec toi. Ok. Et vous êtes combien là du coup maintenant de votre local? Maintenant, on est 6. Ok. Et vous êtes 6 tout le temps ensemble? Ouais, on est 6 résidents. Bon, des fois on a les guests, mais tout le temps ensemble. Après, c'est un studio privé, donc si tu veux, il n'y a pas d'horaire fixe. C'est chacun. On a tous notre poste. Donc qu'on soit là les 6 ou pas, c'est pas dérangeant. Tu me parles de guests, c'est-à-dire que tu invites d'autres personnes dans d'autres salons, dans ton salon à toi. Ouais. Et c'est des personnes qui sont plus connues tout autant. Enfin, c'est juste des amis que vous dites un jour tu passeras. Du fait nous d'avoir par exemple fait venir deux nouveaux tatoueurs, eux ils ont des contacts. Et en fait, ils ont des potes et tout ça qui veulent venir aussi des fois tatouer dans la région. Et ça fait plein de rencontres. Alors nous, plein de fois, si on a des tatoueurs qui nous demandent si on peut prendre des guests, ouais, avec grand plaisir. On se débrouille toujours de les caler à tel endroit, à tel poste ou quoi. Et en fait, ça nous fait nous ouvrir d'autres tatoueurs, d'autres façons de faire, d'autres façons de communiquer. Tu vois, et on aime beaucoup ça parce que on ne veut pas se faire du pognon sur eux, on s'en fiche, tu vois. On fait payer une petite location pour la semaine, mais c'est vraiment histoire de dire, quoi. Mais c'est vraiment pour rencontrer quelqu'un et se dire comment lui il travaille et comment on peut, tu vois, échanger nos idées et nos façons de faire. Ok. Et tu as déjà tatoué des personnes connues, j'allais dire connues, mais tu sais, ou qui t'ont contacté grâce à ton travail ou autre par rapport, et qui t'ont dit, je passe, vu que tu es sur Avignon, par exemple, à un festival, je passe au festival, est-ce que tu peux me tatouer ou comme ça? Comment ça t'est déjà arrivé? C'est pas eux vraiment qui t'écrivent. Ok. C'est, tu sais, les stars, enfin, les gens célèbres, ils sont tout le temps sollicités. Ok. En fait, si tu veux, moi, je suis allé voir le spectacle d'Artus. Ok. C'est la première fois que je voyais un humoriste en plus. Ok. Et j'ai adoré. Et ça m'a fait passer un moment de fou. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, autant, vu qu'il est sur Avignon, je l'ai vu au Festival d'Avignon, vu qu'il est sur Avignon, il doit avoir du temps libre aussi, il fait sa représentation tout le temps. Je vais lui écrire un message, si tu veux un tatou, avec grand plaisir. Il me répond, ok. Bon. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, voilà, pas plus, tu vois. Et je lui dis, je suis à tel endroit, trop bien, je suis à tel endroit et tout, passe quand tu veux. Et il est passé quand j'étais en vacances. Bon, ça va, je n'étais pas parti. C'est Cyril un jour qui m'appelle, il me dit, il y a Artus qui est là, et il veut que tu le tatoues. Mais j'ai dit, non, c'est pas vrai. Il savait que j'avais écrit et tout ça. J'ai dit, non, tu me fais une blague, c'est pas vrai. Il dit, si, je te jure, tiens, je te le passe. Il m'a dit, ouais, salut, si, c'est Artus. J'ai dit, j'arrive. Je crois que j'ai dû faire Bédari d'Avignon en 9 minutes 30. Okay. Je suis arrivé au salon comme ça. Et en fait, il avait choisi dans mon book, il avait choisi une Air Max. Ouais. Et tu regardes au début de mon profil, il y a Artus avec une Air Max au niveau du bras et c'est moi qui lui ai fait. Ok, d'accord. Et ça, c'était un bon souvenir que tu en gardes quand même? Ouais, super gars, très gentil. Et il m'a sollicité par contre pour un autre tatou après. Ok.
J'ai fait un petit portrait de sa sœur sur le bras. Et il me dit, à la fin de la séance, il me dit, j'ai un pote à moi qui voudrait aussi un tatou, tu pourrais le prendre et tout. Je dis, bah, vas-y, moi, on a fini maintenant, là, il me reste 4 heures devant moi. Vas-y, c'est bon. C'est Cartman. Ok. Et Cartman qui arrive, salut Coco Inc et tout, ça va et tout. Moi, j'étais là. Je suis sur un nuage, c'est trop cool. Enfin, oui. J'ai toujours aimé ce côté un peu des personnes connues et tout. Je suis admiratif, tu vois, des gens qui ont réussi. Je suis là, et en plus, ils sont humains. Moi, il me montrait, il était en train d'écrire des scripts, des trucs comme ça. Il me montrait comment il faisait. Je trouve ça cool, tu vois, t'échanges. Et moi, j'aspirais à être connu, tu vois, donc... T'as toujours eu ce rêve un peu au fond de toi d'être une célébrité un jour, enfin une célébrité, d'être célèbre un jour grâce à ton travail, quoi. Bah, je vois aujourd'hui ce que ça apporte d'être connu. Je suis pas sûr de vouloir être connu, d'être célèbre et tout, tu vois, mais d'être reconnu. Oui. C'est une nuance. Ça, c'est cool, par contre, tu vois, de se dire, ah putain, lui, c'est un bon tatoueur. Après, de là, être un cadre de la profession, j'ai conscience que c'est quand même assez compliqué. Mais non, ouais, j'aime bien ce côté être connu, reconnu, tu vois. Oui, reconnu dans ton monde à toi de tatouage, en tout cas, où voilà. Ok. Bah, à échelle régionale, ouais, reconnu nationalement, c'est pas pour moi encore, tu vois. Ouais, pas encore, mais enfin, pourquoi pas, en soi. Ok. Et est-ce que, par exemple, tu rêverais de faire un tatouage bien précis à une personne bien précise, par exemple, ou je sais pas, un truc où tu dis, après ça, je peux mourir tranquille, entre guillemets, tu vois? Vraiment, si je devais choisir quelqu'un à tatouer, ça serait peut-être mon grand-père pour le fun, mais parce que ça serait tellement drôle. Mais je le ferai pas, enfin, il en fera jamais, mais ça serait tellement drôle. Après, sinon, faire un beau Zidane sur quelqu'un, ça serait cool. Ah ouais? Ouais. Moi, je l'ai déjà fait, mais vraiment, le vrai portrait sur quelqu'un, ça serait cool. Ok, sur lui-même autant, t'imagines? C'est toi en disant, fais-moi moi, ici, ça serait... Ok. Et j'aime bien poser cette question aussi. Si tu devais donner un conseil à ton toi enfant avec la vie que tu as eue, le recul que tu as eu, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que tu as parlé de toi qui était quelqu'un un peu d'anxieux, de ça. Qu'est-ce que tu lui dirais à ton toi enfant? Le côté anxieux, au final, je pense que ça fait partie de moi et je pense que je me bonifie grâce à ça. Si j'étais trop je m'en foutiste, je pense que je partirais dans tous les sens. Ouais. Et non, je lui dirais, t'as bien fait d'être autant gentil, t'as bien fait d'être autant plein de vie et continue parce qu'en grandissant, on le perd un petit peu, ça. Et on se prend un peu trop au sérieux et je sais que moi, j'ai besoin de m'évader pour éviter d'être trop anxieux. De penser de faire de broyer du noir, en fait, t'as besoin de t'évader. Mais non, kiffe, franchement, tu le sais pas encore, mais tu vas faire un des plus beaux métiers du monde et t'as beaucoup de chance d'en être arrivé là alors que t'étais pas prédisposé à le faire, quoi. Okay. Donc ouais, super cool. Bon, tant mieux. Est-ce que tu as des anecdotes, tu as déjà rencontré des célébrités, donc tu m'as parlé d'Artus, tout ça, mais est-ce que tu en as rencontré d'autres célébrités en dehors de ton métier comme ça? Des anecdotes par rapport à ça ou pas? Non, à part franchement Artus, où ça a été lié au fait de les tatouer, tout ça. Non, après, pas plus. Si, elle est à la limite. J'ai fait le mariage de ma cousine et sa mère, elle est avec le père de Kevin Gage, tu sais, des Marseillais. Oui. Du coup, ils sont arrivés au mariage, filmés, tout ça. Enfin, c'est un autre monde. Oui, ils étaient filmés. Ils étaient filmés pour venir au mariage. Ils se t'applaudissent, le machin et tout. Tu regardes d'un point de vue extérieur la chose. Moi, je voulais le tatouer, lui, d'ailleurs, parce que 1,4 million d'abonnés, c'est super cool et tout. Mais non, tatoueur attitré avec un contrat... ok. Enfin, de ce qu'il m'a dit. Oui, bien sûr. C'était pour me dire poliment non, mais... Ouais. Et il t'a dit, je suis obligé de faire avec le même tatoueur tous mes tatouages. Ouais, c'est fou qu'ils perdent cette liberté de plein de choses. Moi, je m'en suis aperçu aussi Alors moi, ça touche un peu plus l'image, ce qu'on envoie, mais il y a plein de personnes qui me disent, mais moi, je suis pas décisionnaire de ça. Ouais. Il faut contacter telle personne et la personne décidera si je peux ou pas. C'est ça. Et tu dis, c'est fou. Je comprends, mais je me dis, moi, si j'avais été célèbre, j'aurais kiffé pouvoir choisir, dire, moi, je veux bien prendre, allez, lui, je le fais, lui, pourquoi pas, tu vois. Après, je pense que, tu vois, s'il a demandé un tatouage à un mec, ou si un mec lui a demandé un tatouage en premier, il a dû lui dire, moi, c'est bon, ok, par contre, j'en paye pas. Oui, ça, je comprends. Et l'autre, il a dû lui dire, ok, mais par contre, tu fais ça qu'avec moi. Ils ont dû faire un contrat à la con comme ça. Ah, tu penses, ouais.
Ok. Alors, on va passer le jeu du texte à trous. Je vais te poser des questions assez rapides et tu vas devoir répondre en un mot par rapport à cette question. Quand je repense à mon enfance, le moment le plus mémorable, c'était ? Ma première fois au Vélodrome. Ok. Mon pire fou rire jusqu'à présent a été causé par ? Robin, mon associé, Ok. à cause de son EVJ. Ok, très bien. Si je pouvais passer une journée avec n'importe quelle personne, ça serait ? Zidane. Ouais. Le plat qui me rend instantanément heureux, c'est ? Des côtelettes d'agneau sur canapé. Sur canapé ? C'est-à-dire ? C'est une recette de ma grand-mère. En fait, elle fait cuire des côtelettes d'agneau à la poêle. Et à la fin, elle les met sur des morceaux de pain coupés en deux. Ouais. Bon, mon grand-père, il rajoute du beurre, mais normalement, il ne faut pas le faire. Tu l'humidifies un petit peu le pain. Ouais. Et en fait, le jus de la côtelette va se déposer dans le pain et tu manges ça comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mon endroit préféré au monde, que je pourrais rester des heures, c'est ? C'est un peu cliché, mais ma maison avec mes filles. Ok. Et ma femme. Accessoirement. Il n'a pas oublié, il voulait le dire. La chose la plus improbable que j'ai faite par courage, c'était ? Quitter mon boulot, où j'avais un très bon boulot, pour faire tatoueur. Ok. Sans garantie. Oui, surtout ça. Si j'avais un super pouvoir, ça serait ? Voler. Ok. L'objet que je ne peux absolument pas me passer, c'est ? Malheureusement, mon téléphone. Ok. Le pire moment embarrassant que je raconte maintenant, même sans honte, que j'ai vécu, c'est ? C'est des trucs bêtes, mais à la piscine municipale avec l'école, enfin avec le collège, on m'a baissé le maillot, tu vois, mais je suis pas très pudique, donc c'est pas très gênant. Ok. Et du coup, pour finir, la chose que je fais toujours pour me remotiver ou pour me redonner courage, c'est ? Penser à mes filles pour me dire je fais ça pour elles et leur proposer, enfin leur garantir une stabilité au niveau du confort de vie et tout ça, quoi. On arrive du coup à la fin du podcast. Dans 5 ans, tu te vois où et faire quoi ? Alors, je serais ravi de continuer comme je fais au niveau du salon avec tous mes associés. Dans 5 ans, je me vois encore sur ce schéma-là. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on pense à gagner de l'argent autrement, ou un petit peu plus à côté, pour nos vieux jours, parce que métier tatoueur, tu fais pas ça jusqu'à 70 balais, quoi. T'es vite rattrapé par l'état de santé et tout ça. Et ouais, un petit truc... C'est physique quand même, le métier tatoueur, pour le dos ? Alors, c'est pas physique continuellement, en fait. C'est que, ouais, pour le dos, tout ça, en fait, c'est des postures qui te font mal à force, hein. Les lombaires, le dos, même les poignets, hein, je le sens, hein, c'est compliqué. Ouais. Ouais, tu sens que ça tire, ouais. Ok. Et quel conseil tu veux laisser à ton futur toi ? Continue. Franchement, ouais, continue comme tu fais et pose-toi moins de questions et vas-y, de toute façon, t'as une bonne étoile et continue, quoi. Ok. Pour finir, donc, je ne sais pas si tu connais le questionnaire de Proust. C'est Proust qui est donc un écrivain qui a écrit une vingtaine de questions qui sont des questions assez simples, mais que lui aimait bien se poser pour se resituer dans le monde. Et donc du coup, j'ai réactualisé ces questions-là et je les ai mises par écrit. Donc tu les as ici dans le pot. Tu en as une vingtaine. Tu pioches un papier et après, c'est à toi de répondre à la question qui est notée. Vas-y, donc je t'en prie. Allez. L'erreur humaine que je pardonne le plus facilement. L'égoïsme. Ok, très bien. Pour finir le podcast, merci encore. Est-ce que tu souhaiterais voir une personne en particulier dans ce podcast où tu aimerais connaître la vie que ces personnes-là ou son métier ? Alors, je ne sais pas s'il va trop accepter parce que c'est quelqu'un quand même d'assez réservé, mais j'ai un pote qui est neurochirurgien. Et comme ce métier me fascine, je me suis dit ça serait peut-être un bon podcast ou une bonne vidéo à faire. Il est dans le coin ? De toute façon, il opère sur Avignon. Cool. Donc potentiellement, ok. Bon, écoute, tu me donneras les contacts et j'essaierai de voir avec lui. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce moment. J'espère que tu as apprécié.
C'était très cool. Je vous mettrai donc en lien de la description donc sa page Instagram. Si vous voulez le contacter, n'hésitez surtout pas pour un joli tatouage. Franchement, il est extraordinaire. Et je dis pas ça parce que t'es le mien, mais vraiment, j'apprécie ce qu'il fait et c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à le contacter. Moi, d'ici là, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est pour que ça nous soutienne la chaîne et puis qu'on puisse continuer à faire des programmes comme ça. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.